Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve en présence de Antoine qui est un fan de Bilal Hassani. Non je déconne, tu veux que je le dise ou pas? Le but de cette vidéo c'est de faire un petit peu ce que j'ai fait, comme ce que j'ai fait avec Justine dans le précédent interview témoignage où on avait parlé de harcèlement. Le but était de commencer un petit peu à développer l'empathie des hommes à l'égard des femmes. Pour essayer de se mettre un petit peu à la place des femmes, notamment en l'occurrence en ce qui concernait les rencontres plutôt négatives. Et là aujourd'hui j'aimerais qu'on essaie de rentrer dans la tête d'Antoine, qu'on essaie d'avoir une illustration de ce que peut de la vie amoureuse d'un homme, de ce que peut vivre un homme de manière négative dans sa vie amoureuse, la misère affective, la misère sexuelle. Ça ne veut pas dire que les femmes ne vivent pas de misère affective ou sexuelle, ça ne veut pas dire non plus que les hommes ne vivent pas de harcèlement évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui touche plus les hommes que les femmes, la misère affective. Et on va aussi parler de l'homosexualité, parce que toi aujourd'hui Antoine, tu te considères homosexuel, hein? Tout le monde me considère comme ça, même si j'ai du mal avec cette appellation personnellement. Et je précise juste avant de commencer la vidéo que Antoine fait ça de manière totalement désintéressée, il n'est pas payé pour faire ça, c'est pas lui qui m'a demandé, c'est lui qui m'avait écrit un témoignage à l'écrit, j'avais trouvé ça très intéressant et je lui avais proposé de faire une vidéo ensemble. Mais voilà, il n'y aura pas de publicité pour ses réseaux sociaux ou quoi que ce soit, au contraire, il préfère même rester plutôt discret. Il fait ça de manière totalement désintéressée, juste parce que voilà, il trouve ça intéressant de discuter. D'ailleurs, je sais pas pourquoi tu fais ça, tiens, en fait, bonne question. J'apprécie tes vidéos, je pense pas que je sois une personne, unique. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dans mon cas et que donner une visibilité avec notre point de vue, parce qu'on a un point de vue légèrement différent du mainstream en général. Donc c'est aussi pour dire que je pense que je suis pas seul. Enfin, je pense que ça peut faire réagir positivement comme négativement. Enfin, je sais pas. Alors ce que je te propose de faire, Antoine, c'est de reprendre l'ordre chronologique que tu avais eu dans le message que tu m'avais envoyé. Tu m'avais en fait simplement un petit peu raconté ta vie, en partant de l'enfance, l'adolescence, puis ta vie adulte actuellement. Donc je te propose, dans le cadre donc, de ta vie amoureuse, de nous parler un peu plus de l'enfance. Bon, l'enfance, il n'y a pas trop de... Remets-nous un peu dans le contexte, comment ça se passait dans l'enfance, avec les autres garçons, avec les filles aussi, et les profs de PS. Tu m'avais parlé des profs de PS, voilà. Explique. Au collège. Dis-nous un peu. Au collège, bah. En enfance, pour faire peut-être une petite introduction du contexte dans lequel je suis né. Donc c'est vrai que j'ai grandi dans une cité, mais après c'est une cité de province, ça n'a rien à voir avec la banlieue parisienne ou autre, mais c'est vraiment de province, mais ça reste une cité au final, avec des codes sociaux de cité. Donc c'est vrai que je suis né dans un endroit où, par exemple, je sais pas, le foot c'est une religion pour tous les mecs autour de moi. Donc, et c'est vrai que moi personnellement, j'étais le petit fragile du quartier qui n'aime pas le foot, quoi. Alors déjà, je n'aime pas la compétition en général, donc tout ce qui dit compétition, concurrence, ça m'a toujours fait peur, parce que je pense que c'est une base dans les milieux masculins en général. Et depuis enfance, j'ai toujours fui ça. Et là, il y a un événement qui est passé dans ma tête, là. Enfin, une sorte de flashback. J'avais peut-être 6 ans et j'allais jouer sur l'aire de jeu dans mon quartier, en cité. Et tout à coup, un garçon à peu près mon âge, si ce n'est pas plus jeune, c'est-à-dire peut-être 5 ou 4 ans, arrive de nulle part et me donne des coups de poing. Et tout le monde de la cité nous entoure et dit allez, vas-y Antoine. Et moi je suis what the fuck. Ah, ils t'encourageaient quand même. Oui, on m'a encouragé pour me battre, sauf que j'étais en sang, mon nez était déjà en sang et j'étais à terre. Parce que toi, tu m'as depuis ce moment-là, je me rappelle, j'ai fui, je rentrais chez moi, je me suis dit je ne pars plus comme ça jouer dans la cité directement. Enfin, c'était pas dangereux en soi, mais quand t'es enfant à 6 ans, tu te fais battre comme ça par un autre enfant. Ça m'a pas donné envie d'aller en contact avec le monde extérieur, je me suis enfermé. Non, ça aide pas à se construire, c'est sûr. Je me suis enfermé dans ma chambre, à préférer lire des encyclopédies, regarder des cartes, je ne sais quoi. Toi, tu m'as souvent répété que dans ton message notamment, que tu utilises beaucoup le mot couille-molle, le mot fragile, le mot efféminé, etc. Tu utilises des mots quand même assez forts pour te décrire physiquement. Est-ce que durant l'enfance, tu te considérais, physiquement, t'avais un physique un peu plus petit, plus fin que les autres, plus maigre?
Plus maigre, oui, sûrement, mais au final, oui, c'est le contraste au fait avec les gens plus sportifs autour de moi, vu que pour vous remettre dans le contexte, vu que c'est quand même une petite cité de province, donc tous les mecs étaient très sportifs de base. Donc quand tu n'es pas sportif, tu te démarques facilement de la masse masculine des jeunes garçons, quoi. Donc je me démarquais déjà par rapport à ça. Mais au final, j'étais pas plus maigre ou plus fragile enfin, j'étais simplement légèrement maigre. C'est par rapport à la masse de personnes qui tout le monde est sportif. En gros, ce que tu me dis, c'est que dans la cité d'où tu viens, en tout cas, c'était plutôt normal d'avoir à se battre quand on était gamin. Oui. C'est la réaction qui, du coup, le fait que tu ne te sois pas défendu, qui a engendré tout ce qui s'en est suivi. Après, cet événement n'est pas seulement grand-chose, c'est juste un événement révélateur, anecdotique, mais assez révélateur sur mon comportement et tout. Mais je veux dire, quand j'étais en école primaire et tout, le monde est. C'est le sport, enfin, les garçons aiment le sport en général. Enfin, désolé de ce cliché apparemment, mais c'est une vérité. Enfin, en tout cas, dans mon vécu, c'était une réalité et moi, j'aimais pas ça, quoi. Donc, tout ce qui dit compétition, concurrence. Ça te faisait chier. Oui. Je fuyais, donc je préférais. J'évitais, quoi. Et toi, en plus, tu me disais dans le mail que, je crois comprendre, il y a un certain culte de la masculinité dans la cité, encore plus présent que peut-être dans les villes ou dans les villes, que dans les endroits qui ne sont pas des cités, quoi. Oui, je pense qu'il y a une pression un peu plus forte là-dessus avec des critères, je sais pas si le terme est exact, mais masculiniste, plus important. Il y a des codes sociaux plus. En tout cas, moi, j'ai senti une pression plus énorme pour pouvoir prouver que je suis un homme. Ouais, à 6 ans, oui, bats-toi. Ouais, dès 6 ans, en fait, toi, tu as été confronté. C'était même pas être un homme pour plaire aux filles, c'était être un homme pour survivre presque, en fait. Pour survivre socialement, du moins, déjà, pour pas te faire traiter de victime, de tapette. Et je pense que là, tu me dis ça, c'est vrai que je me suis fait traiter de tapette très rapidement, quoi. L'école primaire, ça, c'est venu assez rapidement. En primaire, ouais. Ouais, dès primaire. Donc dès primaire, tu avais des gens qui te répétaient tapette. Je vais pas parler sur comme aujourd'hui c'est tendance le harcèlement scolaire, quoi que ce soit. Non, oui, mais je veux dire, il y avait quand même des remarques, enfin des blagues, souvent. Merci. On va faire taire tout le parc. Putain de merde. On va s'embrouiller des civiliens là. Excuse-moi, putain, ça t'a recoupé à nouveau, je suis désolé. Non, t'inquiète. On pourra le laisser dans la vidéo. Ouais, pourquoi pas, ouais. Sauf si j'ai une tête de con. Ouais, putain, qui me dans moi, là, je fais de la box time, moi. Le fait que tu sois. Tu me disais, par exemple, quand en sport, on te faisait bien comprendre que t'étais pas bon, t'avais le prof qui se foutait de toi. Ça, c'était sûr. Enfin, c'est vrai que j'ai toujours senti cette pression déjà à l'école primaire par rapport au foot ou n'importe quel sport en général. Je me mettais un peu à part, enfin, je me marginalisais peut-être un peu moi-même parce que je me sentais pas à la hauteur des autres personnes. J'étais pas au même niveau physique et sportif. Mais à l'école primaire, pour moi, c'était. Comment dire ça? Je ne culpabilisais pas pour ça. Au collège, c'est autre chose. Au collège, là, tu rentres dans notre monde, tu grandis et là, tu vois que la pression a augmenté un peu plus. En tout cas. La pression, c'est-à-dire? La pression sociale, environnementale, de l'identité masculine. Je veux dire, du jour au lendemain, je sais plus à quel moment, c'est en 6e ou en 5e, mais tu vois que. Je sais pas comment décrire ça. Je fréquentais autant des filles que garçons. Et du jour au lendemain, tu vois que ça devient très clivant. Tu vois que les mecs sont vraiment entre eux dans une meute, ça fait du sport, le stéréotype du gars qui va faire EPS et compagnie. Ouais, c'est-à-dire que le culte de la virilité n'est vraiment. Au collège, oui, ça je l'ai vu, quoi. J'ai senti. Et après, en termes de fréquentation, j'avais jamais senti de pression en termes de fréquentation. Je fréquentais autant de filles que de garçons. Pour moi, un enfant, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand à un moment donné, j'ai vu des garçons étaient presque entre eux, les filles presque entre elles. Et moi, dans tout ça, je me suis réfugié chez les filles. À quel âge? 11-12 ans. 12 ans. Ouais, donc, parce que pour moi, la pression sociale des mecs était trop dure. Pour moi, c'était trop dur d'être à hauteur. Donc, inconsciemment, bien sûr, c'est de manière très inconsciente. C'était quoi cette pression sociale? Donc, il y avait le foot, on te demandait d'être bon au foot. Après, au collège, c'était des sports variés, divers. Mais au collège, tous les profs de PS, jusqu'au lycée, on m'a très bien fait comprendre que j'étais le souffle-douleur. Enfin, l'exemple, on me prenait tout le temps. Voici, Antoine, faut pas faire comme Antoine. Hein. Tout le temps, la petite remarque. De 6e jusqu'à terminale, tous les profs, pourtant, ils se connaissaient pas entre eux, mais oui, tout, quasiment. J'ai détesté j'étais même dans le stéréotype du mec qui détestait le PS, mais qui adorait, l'enrouler. Je sais pas si
Ouais, t'aimais bien le littéraire et puis pas le sport. Ouais, quoi. exactement, là c'est la caricature peut-être même, ouais j'étais dans... Donc ces profs-là ont bien contribué à te foutre dans ton rôle de fragile, voilà. Légèrement. Ce qui est vachement pédagogique. Non mais après peut-être c'était des petites remarques pour plaisanter et après moi-même ça me faisait rire, mais même dans ma famille au final, c'est bien beau de parler des profs de PS, mais même dans ma famille, du coup je suis né avec, enfin je suis entouré de sœurs, de cousines, de tantes. Il manque pas mal de mecs de mon âge dans ma famille, donc c'est vrai que j'ai fait... Ça c'est un autre, on va en parler juste après du coup. Je veux juste dire, ce qui est marrant c'est qu'en fait, tout partait des dispositions physiques un peu inférieures à la moyenne, donc quelque chose de plutôt génétique, qui a eu des répercussions sur la manière dont les gens te voyaient. Et ces gens-là, du coup, le génétique influe sur l'environnement, qui va du coup influencer sur toi. Ça fait une sorte d'interaction entre les deux. cercle vicieux, vraiment. Et un cercle vicieux, parce que je suppose que ça te donnait pas plus envie de faire du foot, que ton prof te dise regardez Antoine, c'est le plus mauvais, ça donne pas vraiment envie de faire du foot. Ouais. C'est sûr que si on te coupe l'envie, ça se trouve, tu aurais peut-être été un excellent joueur de foot. Je veux dire, Antoine Griezmann, par exemple, il n'a pas un physique, il devait être le petit aussi, le plus faible, et pourtant... il a peut-être reçu un environnement un peu différent. Porteur, qui l'a encouragé pour faire du sport, parce que peu importe le physique, c'est dans la tête au final. Il y a de tout, il y a la tête, il y a le physique. Mais je veux dire, si dans ta tête, tu sais que tu as les compétences, enfin, tu es performant, et tu t'en fais pas, enfin, tu passes presque outre ton physique. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, on m'a pas aidé dans mon environnement à m'encourager à faire du sport. On me disait comme injonction, fais du sport comme un homme. Mais en fait, chez toi, on a vraiment associé la masculinité, et probablement chez beaucoup d'autres jeunes aussi, hein, on a vraiment associé le développement pour devenir plus masculin, un homme, etc., avec quelque chose de négatif, quoi. On a associé la masculinité avec quelque chose de vraiment négatif avec toi, et ça a eu l'effet inverse de la construction d'un homme, quoi. Tu m'as parlé de ta famille, donc tu étais dans un environnement très féminin. Ouais, Quel impact ça a eu sur ton développement? Un simple exemple, je suis le cadet, j'ai une grande sœur, une petite sœur, au milieu de femmes. Elles sont très entreprenantes, et moi je suis le plus effacé. Un simple, pour juste simplement décrire. Et après, beaucoup de cousines autour de moi. Donc tu me dis, à 12 ans, tu as choisi ton camp? Inconsciemment, oui, parce que j'ai fréquenté quand même toujours des garçons, mais j'ai vu qu'il y a eu un changement, en fait, même dans le thème de discussion, c'est ça qui me gênait. Parler des filles et tout, et déjà l'intérêt pour les filles, la sexualisation, quoi que ce soit. Dès 12 ans, tu le sentais chez les mecs? Ouais, déjà de penser à la séduction, quoi que ce soit, et je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc, Il y avait quoi d'autre qui te mettait mal à l'aise chez les garçons à 12 ans? Dans les groupes de garçons? Là, tu dis ça, ça me fait penser à... j'avais une phobie au collège, une sorte de phobie, je ne sais pas de phobie sociale, je ne sais pas comment dire ça. Je ne sais pas si le mot phobie est trop fort, mais j'avais peur c'était une vraie, enfin ouais, peut-être une vraie phobie, j'avais vraiment peur d'être dans un milieu, dans une salle par exemple, remplie de mecs. Ça me faisait vraiment très peur. Pourquoi ça te faisait peur? Je sais pas vraiment pas pourquoi, mais être dans un milieu très masculin avec que des mecs autour de moi, ça me faisait peur. Et je me rappelle même, j'ai attendu à la fac. Je devais dîner à la fac, j'étais proche d'une amie. Elle avait son frère qui dînait, quand j'étais plus proche d'elle, elle avait son frère qui dînait avec nous. Et tous les soirs au Resto U. Et une fois, elle ne pouvait pas venir, et il n'y avait que son frère. Donc j'étais en train de stresser. Parce que j'allais manger avec son frère seul, en tête à tête. J'étais en train de stresser pour ça. Comme si je ne suis pas habitué, je ne sais pas de quoi parler avec des mecs, tu vois. Ouais. C'est la discussion, je parle de quoi. Alors comme si j'avais une sorte de syndrome d'un imposteur. Je ne suis pas un mec, je ne sais pas de quoi parler. Ok, intéressant. Tu sais pas de quoi. Ok, et c'est-à-dire tu sais de quoi parler avec une fille? Oui, voilà, ça vient naturellement. Non, mais j'ai discuté tranquillement de tout et n'importe quoi, la télé, enfin, des trucs à la con. Mais avec un mec, c'est comme si j'ai le syndrome de l'imposteur, vraiment. Ok, c'est marrant parce que la plupart des gars, c'est surtout, je sais pas comment discuter avec une fille, alors que je sais quand même parler avec un mec, quoi. C'est rigolo. Et ça c'était donc, on va parler de l'adolescence du coup. Oui, là, c'est l'adolescence, ouais. Oui. Alors il y a eu des changements entre le collège et l'adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est. Tu classes l'adolescence au lycée, enfin... On va parler. Parlons du lycée quand même. C'est vrai qu'on fait un peu des. Ouais, lycée du coup là. Enfin là, par rapport à la vie sentimentale, oui, j'avais un béguin pour une fille quand j'étais au collège. Ah oui, je t'ai pas demandé, voilà. Là, ça me fait penser. J'avais le béguin pour une fille, c'était une amie du coup, vu qu'elle était proche de moi.
j'étais ami et je lui ai dit par message parce que j'ai du mal à confronter le face-à-face, être dans le face-à-face. Donc par message, par intermédiaire, ça me... Comme beaucoup de gars à cet âge-là, hein, tu sais. C'est toujours encore mon cas aujourd'hui. Ah oui. C'est ça le souci. Qui fait que je lui ai dit, ouais, je crois même je t'aime, un message comme ça. Et depuis, elle m'a plus jamais adressé la parole. Donc j'étais en 4e. Ça m'a traumatisé un peu sur le coup. Enfin, traumatisé peut-être c'est un mot un peu fort. Mais elle m'a plus jamais adressé la parole. Dès le lendemain, j'ai envoyé ce message. Donc je suis rentré chez moi, je crois que j'étais désespéré. Vraiment en train de pleurer de tous les larmes de mon corps. Et là, tu as découvert la fameuse friend zone, quoi. Ah oui. Le mot n'était pas encore populaire à l'époque, mais oui, j'ai découvert ça malgré moi. Donc on dirait que j'ai dû faire le deuil pendant au moins 2 ans avant de passer à autre chose. Et là, arrivé au lycée, voilà. En gros, tu voulais plus rien essayer avec les filles parce que... Ah oui, non, mais totalement, parce que c'est arrivé ça. Donc je pensais même pas non plus. Et je pensais tout le temps à cette fille pendant 2 ans même. Pendant 2 ans. Ouais. Oui, non. Alors pour une fille, c'est banal en fait de dire non, désolé, on est amis, je suis pas intéressé. Pour elles ont balance tout ça, beaucoup. Elle m'avait rien dit. C'était, elle m'a plus jamais adressé la parole. Alors qu'on était dans la même classe pendant 2 ans. Au lycée, j'étais intéressé par plusieurs autres filles. Et à chaque fois, je me suis fait friendzoner, sauf que je me suis relevé. C'est un bien grand mot. Mais j'ai pas attendu 2 ans pour passer à autre chose. Mais j'ai eu, du coup, peut-être j'étais intéressé de 3-4 filles. Et 3-4 filles à chaque fois un râteau en l'espace de 2 ans. Et après, je me suis dit... C'est quoi, c'était des amis à chaque fois à toi, des filles avec qui tu étais proche, ouais? Ouais, à chaque fois des amis proches. Enfin, comme d'habitude, parce que du coup, l'univers féminin, c'est mon univers. C'est mon univers. Amicalement, oui, je suis très proche des filles au final. Je suis le gentil garçon. Là, tu comprends bien les femmes? Ouais. Là, ça me fait penser à ta vidéo. Qui mieux qu'un homo pour comprendre les femmes, hein? Ça me fait penser à ta vidéo des chiens, le chien et le loup, la comparaison. Ouais, le chien et le... Je me suis tout de suite reconnu dans le toutou, quoi. Petit toutou des amis. Le toutou de ces dames. J'ai l'impression que chez les filles, c'est stylé d'avoir un pote gay. Ouais. C'est un peu le trophée, je sais pas, c'est... Oui, non, mais là, t'en penses quoi, alors là, tu touches un truc vraiment très juste. J'ai une amie, elle voulait que je sois la caricature du gay. Ouais. C'était ma meilleure amie. Elles adorent ça. Oui. Je sais pas pourquoi. Oui. J'ai beaucoup de mal à comprendre encore. Oui, non, mais moi, j'ai toujours pas compris. Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Tu me parlais de cette vidéo Friendzone avec mon analogie, mon image sur le chien et le loup. Je crois que une femme veut avoir un copain gay, un peu comme un homme voudrait apprivoiser un loup et avoir un chien avec lui, tu vois. Je crois, il y a un petit côté, un homme de compagnie. Un homme dans le sens masculin, un homme mâle de compagnie, un mâle de compagnie. C'est-à-dire on a un petit modèle d'homme parmi nous qui n'est pas dangereux, il ne mord pas. Tu vois un peu l'idée? C'est une théorie, c'est une hypothèse. Là, jamais été... ça me fait trop penser au mot de ma meilleure amie. On est toujours en contact, même après le lycée, donc assez proche, peut-être plus comme le lycée, mais quand même toujours en contact. Et je lui disais une fois, en discutant avec elle il n'y a pas si longtemps que ça, je parlais d'une autre meilleure amie. Et elle m'a regardé limite, elle dit, je me sens trahi, on dirait que tu es mon animal de compagnie, tu vas voir une autre personne. Et moi je regarde, mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire là? Tu me considères comme ton animal de compagnie. Bah ouais, mais moi ça me fait, c'est choquant de... Ouais, elle m'a dit ça, mais elle a explicité, tu vois. En plus on était en public devant plein de gens, je fais d'accord, tu conviens devant tout le monde, je suis ton animal de compagnie, ok. Les mots ont un sens, comme dirait... Quand tu utilises comme ça une expression, ça veut dire que c'est le premier mot qui lui est venu, parce qu'elle aurait pu dire, c'est comme elle aurait pu dire ma peluche, peut-être, bon, ça aurait été bizarre aussi, mais... Elle m'a comparé à un chien en fait, mon chien de compagnie. Chien de compagnie, ouais. Ok. Bon bah tu confirmes du coup cette hypothèse, ton interprétation. Enfin, c'est comme un accessoire un petit peu d'une certaine manière. Tu sais, on y va, là, on balance, allez, bam. Il y a un petit côté accessoire, un peu, tu sais, comme la bimbo qui a avec son chien comme ça. Et oui, donc je sais que la plupart de mes amis IE m'ont toujours voulu que je sois par exemple le gars qui, au niveau style, fashion, qui puisse donner des conseils ou quoi que ce soit, alors que je suis même pas du tout là-dedans. Oui, elle m'amène faire des shopping, alors je m'en contrefous de base, tu vois. Donc, elles veulent te faire rentrer dans le rôle de la tapette de service, quoi. Oui. Oui, après, oui. Ouais. Et ça, tu le ressens comment? Tu le vis comment? Je pense que malheureusement, j'en ai joué. J'ai joué ce rôle, en partie, comme je l'ai pu pendant cet temps.
parce que socialement, j'avais un rôle social, quoi. Donc, Tu existes, quoi. J'existais. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est un cercle vicieux pour moi-même et ça m'a rien apporté. Parce que C'est une illusion. oui, parce qu'au final, toutes ces filles sont en couple aujourd'hui et je n'existe plus. Du jour au lendemain, elles ont trouvé un mâle. J'étais le toutou de sa vie. Si du jour au lendemain, tu n'existes plus, je n'ai plus de rôle, de fonction. Donc je me rends compte même que le rôle que j'ai joué ne servait à rien. De certaine manière. Après, le rôle que j'ai joué, ça m'a fait rire aussi de jouer ce rôle. Mais même pour mon identité personnellement, ça me rapporte très rien. Tu vois.